Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'accueille Monsieur Success, Monsieur Maxence Chabert. Alors merci Maxence en tout cas de nous faire l'honneur de ta présence ici, de m'accorder un petit peu de ton temps et même deux fois un petit peu de ton temps parce qu'on doit refaire cette vidéo. On n'avait pas le son donc vous auriez été embêtés. Donc vraiment regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que de par ton parcours, elle va être hyper inspirante. En 2 ans, ça fait maintenant 2 ans que tu as mis en place différentes sociétés et autres, il a 5 entreprises à succès en partant pratiquement de zéro. À 21 ans, il en avait marre d'en avoir marre, il commence à investir dans l'immobilier. Vraiment, je le laisserai expliquer son parcours, mais très inspirant. Et on va également parler de la marque Success, la marque de champagne que Maxence du coup a lancée avec 2 associés et un partenaire. Et on verra du coup quels sont les tenants aboutissants de la mise en place d'une marque, comment la développer, comment la mettre en place, comment la commercialiser, quels sont les tenants aboutissants, les avantages, les inconvénients. Et c'est hyper intéressant. Si ce n'est pas encore fait, également abonnez-vous à la chaîne YouTube, likez cette vidéo et préparez-vous à la partager parce que sincèrement, ça va envoyer du lourd. Donc Maxence, avant toute chose, si tu veux bien te présenter à l'audience qui ne te connaît pas encore. Bien sûr. Alors bonjour à tous. Merci Alec en tout cas pour ton invitation. C'est super sympa, dans un cadre super sympa aussi, donc c'est parfait. Alors je m'appelle Maxence Chabert, j'ai 27 ans. Là actuellement j'ai 5 sociétés, donc 4 qui tournent autour de l'immobilier et une du coup qui est une société, enfin une marque de champagne qui est fraîchement créée depuis quelques mois. Alors j'ai commencé à 21 ans, comme tu l'avais dit, marre d'en avoir marre, exactement comme toi. Tu travaillais à l'usine, je travaillais sur les chantiers, donc dans le bâtiment. C'est un peu ce que vous voyez quand il pleut, quand il neige, quand il vente, quand il y a la canicule. On travaille toujours. Donc avant j'étais maçon, je construisais des bâtiments aussi et j'en avais complètement marre. J'avais envie de changer de vie. Je venais à peine d'avoir mon CDI que j'avais envie d'arrêter. Et du coup je commençais à me former à 21 ans sur l'investissement immobilier parce que selon moi, en fonction de la situation de l'époque, c'était le meilleur moyen, on va dire, de m'affranchir un peu de ce travail. À 22 ans, j'achète mon premier appartement. 24 ans, j'en avais acheté plusieurs, donc j'avais vite enchaîné et j'ai pu quitter mon job grâce aux revenus que je générais grâce à mes investissements. Donc je gagnais plus que mon ancien salaire, ce qui m'a fait quitter rapidement mon job. Ensuite, j'ai créé, donc, durant cette première année d'indépendance, indépendance entre guillemets, parce que c'était plutôt entrepreneurial du coup, j'ai commencé à créer une première société, donc une agence immobilière qui permettait de faire de l'investissement immobilier clé en main pour des investisseurs, parce que du coup, vu que j'avais eu certains résultats d'investissement immobilier, j'ai monétisé entre guillemets ces compétences. Donc j'ai fait un peu du consulting en investissement immobilier et du coup j'accompagnais donc des personnes à investir dans l'immobilier. Donc je leur trouvais des appartements, je gérais le financement, je gérais les travaux. Et sauf qu'au moment où j'ai commencé à faire les premiers projets, il y avait cette première problématique qui était l'ameublement. Donc si vous avez investi dans l'immobilier ou si vous voulez investir dans l'immobilier, il y a souvent cette problématique qui est que la banque veut tout financer, enfin peut tout financer, que ce soit les frais de notaire ou autre, mais les meubles, on lui ramène une facture de canapé, elle ne voudra pas. Donc nous, vu qu'on voulait faire vraiment du clé en main, il y a eu cette problématique et c'est là où j'ai créé une seconde entreprise qui permettait de faire des packs de meubles qu'on pouvait faire passer dans le financement, qui permettait aux clients en fait, d'être vraiment tranquilles, de ne pas avoir à sortir cet argent de leur poche et de le faire vraiment financer par la banque. Donc ça, c'était une deuxième société qui a été créée suite à un nouveau besoin. Donc premier besoin, les personnes ont envie d'investir comme moi, je crée une agence immobilière. Deuxième besoin, c'est l'ameublement, pareil, je crée une société. Et troisième société, c'était au fur et à mesure que l'année passait, j'ai fait des interventions en séminaire et beaucoup de personnes à la fin m'ont dit ton parcours est super inspirant, où est-ce que je peux te retrouver? Et du coup, j'avais aucune chaîne YouTube à l'époque, j'avais rien du tout. Et c'est là où j'ai eu l'idée de créer une chaîne YouTube où je partageais des conseils un peu comme toi sur le consulting ou l'entrepreneuriat. Moi, c'était vraiment sur l'investissement immobilier. Comment est-ce qu'on peut investir en immobilier si on a de l'argent, si on n'a pas d'argent, voilà. Et du coup, c'était les 3 premières sociétés que j'ai créées cette première année. Et c'est toujours suite à une demande que j'ai créé ces sociétés. Super intéressant parce que l'un des premiers conseils que l'on donne lorsque l'on a quelqu'un qui veut créer un business, on lui dit déjà d'identifier quel est son persona idéal, son client type, mais aussi ce dont il a besoin. Parce que beaucoup de gens, lorsqu'ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, vont y aller non pas forcément avec lucidité ou logique ou un esprit rationnel, mais plus un esprit émotionnel, notamment lorsqu'ils vont se lancer. Et c'est la problématique parce qu'on va créer ce que l'on a envie de créer et non pas ce dont le marché a besoin. Et du coup, là, à chaque fois, tu as répondu vraiment à une demande. Donc ça, c'est la première année de lancement qui est déjà plutôt bien
plutôt bien chargé, avec notamment la possibilité après d'être plus visible grâce à YouTube pour également utiliser ça, ce levier pour tes autres business. Et donc, deuxième année, tu as créé 2 autres business, si je ne m'abuse, Marchand de Biens, et ensuite la marque Success. Voilà, tout à fait. Après, du coup, la deuxième année, j'avais envie de continuer à réinvestir. J'avais fait une petite pause parce que du coup, je développais les sociétés et les banques font toujours un peu plus attention, sont toujours un peu plus exigeantes dès qu'on se lance en entrepreneuriat. J'avais plus mon CDI, donc c'était vraiment une transition. Donc les banques préfèrent prendre du recul et voir un petit peu ça. Donc là, je me suis associé avec une personne pour faire du marchand de biens. Bien sûr, ok. Et du coup, ça, l'avantage, c'est que c'était que des sociétés peu capitalistiques où j'avais pas, moi, de ma poche, j'avais pas besoin de sortir de la poche et de l'argent pour lancer ces sociétés. Et du coup, 5e société qui, elle, est beaucoup plus capitalistique, c'est la marque de champagne, Success, entre autres, la cuvée Success que vous voyez juste ici, qu'on a créée du coup il y a quelques mois. D'accord, ok. Et justement, tu me parles de sociétés plus ou moins capitalistiques. Tu sais, chaque fois, lorsque l'on parle d'entrepreneuriat, dans les coachings, dans les mentorings, même dans certains grands livres, on parle de 3 types de business. Les business à cash flow, les gros business, ainsi que les business d'investissement. Ouais. Donc toi, en l'occurrence, j'imagine que ton business à cash flow, c'était plus l'agence immobilière, tout comme moi, l'agence de web marketing, Exactement. Puis ensuite l'infopreneuriat qui clairement dégage un cash flow relativement intéressant. Le business d'investissement, la société de marchand de biens et tes activités d'investisseur immobilier. Et ensuite, le gros business qui, j'imagine, vu également les avantages, les marges, c'est la société d'ameublement, mais aussi Success Champagne. Comment est-ce que dans ta stratégie globale, parce que quand même, en 2 ans, 5 entreprises à succès, donc j'entends qu'ils tournent, parce que c'est possible, c'est facile de créer 5 entreprises, mais 5 entreprises qui n'ont aucun bilan, qui n'ont aucun client, qui n'ont aucune activité. Ouais, c'est sûr. Voilà. Tandis que là, tu as vraiment quand même quelque chose qui tourne. Tu as aujourd'hui de très bons revenus, des prévisionnels qui sont waouh, on en parlera juste après. Comment est-ce que justement tu arrives à scinder, à faire comme dans un puzzle, comme dans un Tetris, pour faire en sorte que et ton temps, et ton énergie, et ton argent soit bien investi dans chacun des différents business. Autant j'arrive très bien à voir ça par rapport au business immobilier, les 4 premiers business qui au final sont tous complémentaires les uns aux autres et s'emboîtent plutôt parfaitement à mon sens. Autant sur Success, qui est un très gros challenge quand même, on est dans le domaine du champagne, c'est un mets prestigieux, on est dans le domaine également du luxe, ça nécessite beaucoup de fonds, il y a des stratégies derrière au niveau du marketing qui doivent être élaborées. Comment est-ce que tu vois la chose, l'évolution, et comment est-ce que tu organises ton temps, tes journées par rapport à cela? Alors, pour en revenir, moi c'est vrai que j'ai commencé, comme tu disais, les 3 types de sociétés par une société à cash flow. Typiquement, comme tu disais, un peu comme du consulting, l'agence immobilière, on est payé sur une presta, les marges sont assez élevées parce qu'on n'a pas besoin, on n'a pas de fourniture, on n'a pas de choses à acheter à part un téléphone, un ordi, une connexion internet pour chercher les bonnes affaires et pour joindre son réseau. Et ça s'arrête là, on n'a pas de vitrine, on n'a rien. Donc je pense que c'est très important quand on commence dans l'entrepreneuriat de faire le maximum de marge tout de suite. Ensuite, c'est bien, en parallèle, je pense, c'est pour ça que j'avais lancé après la société d'ameublement, que là, on a complètement switché. Je pense que ça peut faire aussi l'objet d'une petite aparté tout à l'heure. Là, on a pris beaucoup plus de hauteur et on a switché. À l'époque, on travaillait uniquement avec une entreprise de bâtiment et une décoratrice intérieure. Et voilà, on travaillait pour eux parce que c'était plus pour rendre service. Et ça, c'était une société qui va être beaucoup plus grosse parce que beaucoup plus assise, il y a des fonds derrière, il y a un chiffre d'affaires qui est beaucoup plus conséquent parce qu'il y a beaucoup d'achats de marchandises. Enfin voilà, c'est un deuxième business qu'on a créé après avoir créé le premier qui dégage beaucoup de cash flow. Et la marque de champagne, c'est vraiment, je pense, ça a été pour beaucoup de raisons, mais c'est aussi, on a attendu ce moment-là parce qu'il fallait avoir quand même beaucoup d'argent pour lancer, parce qu'il faut acheter du stock, il faut acheter la marque, il faut faire beaucoup de démarches, il faut faire travailler des graphistes, il faut faire travailler beaucoup de monde. Comme tu disais, c'est le domaine du luxe, donc pareil, pour commencer à ce que cette société soit viable, ce ne sera pas en 2 semaines, 1 mois ou 6 mois. Je pense que nous, on voit vraiment 1 an, 2 ans, mais par contre, une fois qu'elle commencera à être profitable, et ben, ce sera juste énorme, je pense, l'impact que ça pourra avoir. Donc voilà, c'est 2 notions différentes. L'agence immobilière, on peut faire du cash très vite tout de suite. Une société comme celle-ci, par exemple, ce sera vraiment sur le moyen long terme où ce sera vraiment profitable. Et quel a été l'élément déclencheur? Quelle a été la chose qui t'a fait vraiment avoir envie, et plus qu'avoir envie, cette pulsion de passer à l'action massivement, de créer une société de champagne? Ok, alors en fait on a remarqué que dans le développement personnel, le business, l'entrepreneuriat, l'investissement immobilier, on dit souvent il faut célébrer toutes ses victoires.
Ça, c'est quelque chose qui revient et je suis complètement d'accord avec ça parce que depuis le début que j'ai commencé à investir dans l'immobilier, à chaque fois qu'on achetait un nouvel appartement, qu'on trouvait des premiers locataires, qu'on créait nos sociétés, on fêtait ça. Sauf qu'on avait remarqué que, typiquement dans le Champagne, il n'y avait rien qui reflétait vraiment la réussite, le succès. On flattait plutôt l'ego d'une marque parce qu'on voyait tout le temps sur une bouteille de champagne la marque en gros, mais ce n'était pas forcément nous. C'est regardez, j'ai acheté la bouteille d'un tel, mais c'est pas la bouteille qui nous représente. Donc nous, on voulait vraiment changer un petit peu cette image de sociétés de champagne qui ont leur marque et ont leur branding uniquement sur leur marque et du coup on reflète ça. Et en même temps sur ce créneau du champagne qui commence à être un peu vieillissant, qui est assis sur leur laurier et qui sont là, voilà, moi j'ai une société depuis, enfin mon nom est depuis 1700, 1800 et quelques, achetez-moi parce que voilà, si je suis là, c'est que ça marche. Mais il n'y a pas cette notion de remise en question et nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment rajeunir le champagne, rajeunir tout ça et surtout dans cette cuvée Success où ça paraît bien en gros, c'est plus pour flatter vos réussites que nous, notre marque. C'est pour ça que volontairement, on a écrit en tout petit Champagne Chabert et Rati. Rati, c'est un des trois associés aussi. Chabert, du coup, c'est moi-même. Et on a vraiment voulu l'écrire en petit par rapport à ça, pour vraiment flatter le succès, la réussite des personnes avec un packaging qui est travaillé et qui fait beaucoup plus jeunes, pas forcément une bouteille ancienne qui fait voilà. Ok, ouais, c'est intéressant parce que justement, comme on le voit ici, donc il y a Chabert et Rati qui sont donc les trois associés. Vous avez aussi un partenaire champinois et on a ici Success qui est mis en gros en avant. Et tu m'en parlais justement hier par rapport à toutes les démarches administratives, notamment par rapport à la législation, si j'ose dire, du champagne en lui-même, qui doit être validée par un congrès et autres. Il y a eu plusieurs allers-retours. Tu m'as dit que ça a pris plusieurs mois justement à valider tout ça. Donc Success, c'est le nom de la cuvée, la marque Chabert et Rati. Et normalement, on doit mettre la marque plus gros ou en tout cas de la même grandeur que le nom de la cuvée. Et là, c'était une réelle volonté de mettre en avant tout le Success plutôt que… D'accord. Ouais, en fait, pour rebondir là-dessus, c'est vrai que depuis que j'ai créé du coup cette marque de champagne, beaucoup de personnes m'envoient des messages. J'ai envie de créer une marque de champagne. Je leur dis, c'est pas si simple que ça. Là, on s'est fait, au début, on y allait un peu, voilà, on y allait, on savait pas à quoi s'attendre. Et c'est vrai que c'est bien parce que ça demande énormément de réflexion, de restrictions, de conditions. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Pourquoi? Parce qu'ils veulent préserver l'image du champagne. Bien sûr. Il y a comment dire, une collectivité, il y a vraiment des instances qui choisissent et qui décident si oui ou non déjà votre marque est acceptée, le nom de la marque, si le visuel de la marque est accepté, si c'est possible de le faire ou non. Pourquoi? Parce qu'ils veulent vraiment garder cette image de marque de champagne. Typiquement, dès qu'il y a des vignes qui sont à vendre, c'est 1 million d'hectares à peu près en Champagne, dès qu'il y a des vignes qui sont à vendre, ils se réunissent tous les champenois pour essayer de se l'acheter, pour éviter que ça parte à l'étranger, que ce soit des investisseurs étrangers, pour que ça dénature le champagne. Donc ils veulent vraiment garder ça en interne et c'est ce qui est bien. Et d'ailleurs, il y a le livre, je crois que c'était Millionnaire Fastlane, qui disait plus l'entrée dans un business est dure, moins il y a de concurrence et plus tu peux gagner et plus tu peux impacter aussi. Et là, typiquement, c'est ça. C'est quelque chose qui est très difficile à rentrer, mais une fois qu'on est rentré, voilà, ça peut être vraiment explosif comme business. Donc voilà, là, c'est pour ça que je vous conseille, si vous voulez vous lancer, que ce soit dans le luxe, pas forcément dans le champagne, mais dans beaucoup de choses qui tournent autour du luxe, c'est d'avoir des fonds, c'est d'avoir du temps aussi, parce que voilà, ça c'est pas notre activité principale, c'est pas celle qui nous fait vivre, c'est vraiment une activité qu'on développe en parallèle et qui permettra plus tard d'être très profitable et surtout d'augmenter notre image de marque aussi. Tout à fait. Et justement, t'en parlais de l'image, c'est hyper intéressant parce que nous on s'est rencontrés fin 2018 lors de QLLR, même si on se suivait mutuellement sur les réseaux sociaux depuis un certain temps. Et lorsque tu étais à QLLR, tu as d'ailleurs speaké à QLLR, il y a beaucoup de gens visiblement que tu m'as dit, malgré le fait que tu avais lancé ta marque de champagne depuis plus ou moins 1 mois et demi, en tout cas au public, parce que ça fait plusieurs mois, voire peut-être même une année, même d'un an, voilà, que vous êtes dessus, il y avait plus de gens qui connaissaient du coup Maxence Chabert en tant que fondateur de Success Champagne, plutôt que Maxence Chabert en tant qu'investisseur immobilier ou influenceur immobilier sur YouTube, malgré le fait que voilà, ça faisait un an et demi que tu étais sur YouTube et 1 mois et demi que tu étais sur le développement commercial de Success. Tout à fait. Et c'est là qu'on voit en fait que suivant la façon dont on va orienter son branding, suivant également la façon dont on va communiquer sur son branding ou un élément extérieur, ou utiliser un élément extérieur pour appuyer et impacter dans son image de marque, ça fera toute la différence. Typiquement, quelqu'un qui a une marque de champagne, on s'en souvient parce que c'est pas anodin. Pas du tout anodin. Ou c'est comme si, par exemple, Cédric en parlait, notamment avec son branding Monsieur Cédric.
lors du mastermind, beaucoup de gens se souviennent non pas de la personne qui fait QLLR, mais de la personne qui a une Lamborghini Aventador SV, etc., etc. Et du coup, c'est un petit peu pareil, au même titre que on utilise des fois certains, je dirais, apparats pour mettre en avant notre branding ou mettre en avant le fait que l'on a atteint une certaine réussite ou qu'on fait partie d'un cercle social. C'est pas forcément uniquement par ego ou autre, c'est vraiment dans un intérêt stratégique. Et là, une fois de plus, ça l'a démontré avec cet exemple à QLLR. Et sur une stratégie plus long terme, en fait, à mon sens, c'est très bien pensé parce que ton fonds de business, ton gros business, donc on l'a bien compris, c'est lié à l'immobilier, autour de la sphère immobilier. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que tous les gens qui vont apprécier le succès Champagne vont soit avoir des choses à fêter, mais aussi probablement avoir un certain pouvoir d'achat, faire partie d'un milieu social relativement aisé, parce que pas tout le monde peut s'acheter ou se permettre de boire du champagne, ou alors 1 ou 2 bouteilles par année, mais en tout cas le client type qui va vraiment apprécier et suivre la marque au quotidien, ça sera, je pense, de ce type de personnes également. Et du coup, bien évidemment qu'en général, ce sont également des investisseurs à côté, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit sur de l'alternatif ou du fonds de placement, du trading, de la bourse. Donc c'est vraiment intéressant, donc c'est une stratégie annexe pour développer d'autres activités, d'autres leviers, un vivier de communication. Et là justement, si on parlerait plus de la communication et du marketing lié à Success, comment est-ce que tu vois la chose? Est-ce que tu vas utiliser, comme certaines célébrités, gros influenceurs qui ont fait soit des partenariats, soit créé des marques de champagne aussi, ou des vins mousseux qui communiquent beaucoup dessus, donc utiliser plus le marketing d'influence via Instagram ou d'autres vecteurs, ou comment est-ce que tu vois la chose pour justement le développement commercial de Success dans les mois ou années suivantes? Ok, alors on va faire un peu comme le golfeur. L'objectif final, c'est marché américain, marché chinois, marché britannique, marché japonais, d'où la notion de success et non succès. Parce que en fait, c'est là où on voulait aussi jouer là-dessus. Ça reste du champagne, donc c'est français, mais on voulait volontairement mettre success, qui est anglo-saxon, du coup, pour contraster un petit peu ça et surtout pour perforer plus facilement le marché américain. Donc le but final, c'est vraiment d'être présent à l'étranger. Là, on a des contacts à Beyrouth, on a des contacts à Dubaï, on a des contacts pas mal de Singapour, Hong Kong ou autres. Donc il faut vraiment qu'on commence à travailler. D'ailleurs, sur le bassin lémanique aussi, on commence à avoir pas mal de contacts. Donc ça commence à se faire savoir. Pourquoi? Parce que c'est vraiment succès et c'est anglo-saxon. Donc ça, on va dire, c'est vraiment l'objectif final. Et à très court terme, les next steps, c'est plutôt développer sur Instagram le branding. Donc un branding qui est très fort. On a commencé à tâtonner rapidement parce que, comme je disais, c'était vraiment une activité secondaire où c'était plus pour tester un petit peu si ça allait prendre ou pas. Comme tu l'as bien dit, en fait, c'est assez impressionnant parce qu'en 1 mois et demi, j'ai eu autant de personnes qui m'ont connu grâce au champagne que depuis 1 an et demi, 2 ans par le biais de ma chaîne YouTube sur l'investissement immobilier. Pourquoi? Parce que les personnes qui m'ont connu avec le champagne ne s'intéressent pas forcément à l'investissement immobilier dans l'immédiat, mais peut-être plus tard s'intéresseraient. Donc c'est là aussi où ça peut rapatrier certains clients qui me connaissent par le champagne et après qui retournent. Donc tu l'avais bien expliqué. Et du coup, notre communication là dans les prochains mois, donc 2019, c'est vraiment axé Instagram énormément avec du contenu viral. On va essayer de travailler d'ailleurs ensemble aussi sur tout ça. Donc tout ce qui est contenu viral, grosse association d'images, donc grosse villa, grosse voiture, vraiment tout, qui tourne autour du luxe et l'association qu'on peut faire avec le champagne, avec pourquoi pas aussi des challenges, donc un peu comme on a pu voir certains challenges qui ont bien buzzé sur Instagram, sur Facebook aussi. Voilà, l'idée c'est vraiment de développer à très court terme tout ça pour se positionner comme la marque de champagne très jeune qui profite d'Instagram parce que nous on veut d'une marque qui soit jeune, motivante, ambitieuse, au même titre que les personnes qui veulent consommer ce champagne. Donc il faut vraiment qu'on réponde et qu'on incarne un peu le client type, on va dire, du champagne. Ok, intéressant, oui, c'est clair. Et typiquement, je prends le cas, mon cas, je rentrais de la Garden, donc l'un des événements en fin d'année. Juste après, donc le week-end suivant, il y avait le Mastermind à Genève. Ouais, tout à fait. Et c'est là que justement, j'ai vu que tu avais distribué pas mal de Success Champagne également lors du séminaire. Ouais. Et voilà, on voit toutes les stories de tous les infopreneurs, entrepreneurs que l'on suit, qui sont inspirants pour plusieurs milliers, dizaines de milliers de personnes
personnes en francophonie. Et c'est clair que ça fait un premier impact. Et pourtant, c'est vraiment à petite échelle par rapport à l'impact aujourd'hui des influenceurs qui représentent des millions ou des dizaines de millions de potentiel en termes de network et de reach. Donc c'est vrai que l'impact et le potentiel de croissance aujourd'hui est omniprésent sur cette plateforme qui est Instagram, d'autres également. Et je prends mon cas, tu vois, aujourd'hui, on a eu plaisir à se rencontrer ici au Palace à Lausanne. C'est aussi dans le but de préparer mon séminaire au Royal Plaza à Montreux et du coup, tu as eu la gentillesse de nous offrir un petit peu de succès pour ce séminaire justement. Et c'est là qu'on voit justement l'importance lors de la première année d'une activité, pour ceux qui se poseraient la question, qui souhaiteraient développer également un business, de ne pas hésiter à investir du temps, mais aussi de l'énergie et de l'argent sur sa marque, pour sa visibilité, pour avoir une croissance à long terme. Parce que tu en parlais juste avant, lorsque l'on fait ce type de business model, notamment dans le champagne, il faut vraiment une année de lancement, de communication pour que les gens ensuite aient cette prise de conscience ou cette impulsion, cette décision à se dire « Ah, il est encore là, ah, c'est que ça doit être pas mal, ah, je me souviens, j'ai goûté, j'ai bien aimé, je vais aller en acheter. » Ouais, il y a aussi cette notion de récurrence où là, vous avez déjà vu potentiellement beaucoup d'autres marques de champagne. Donc, dès que vous allez penser champagne, vous allez penser à une autre marque. Par contre, si demain, vous suivez par exemple la page Instagram et que tous les 2 jours, il y a une photo, une vidéo, quelque chose comme ça sur le champagne, Champagne Success, au bout de 6 mois, 1 an, voilà, on va être. Nous, l'objectif, c'est qu'on soit vraiment présent. Et c'est comme toutes les marques. Coca-Cola, comment est-ce qu'ils ont réussi? C'est parce qu'on les voit de partout. Donc voilà. Et pourtant, c'est pas la meilleure boisson du monde, mais c'est celle qui se vend le plus. Bien sûr. Donc c'est là où c'est assez intéressant si on veut lancer une marque, de voir comment font les gros et comment font ceux qui sont vraiment implantés, comme Michel Augustin. Moi, j'ai adoré Michel Augustin, qui sont arrivés sur un marché très concurrentiel qui était les gâteaux sucrés, alors qu'il y avait des très gros, il y avait lui, il y avait tout ça qui était en place. Et qu'est-ce qui ont fait leur différence? C'est leur identité, c'est leur cible, et ils ont même vendu plus cher que leurs gros concurrents. Donc c'est là où c'était quand même osé, et je pense que c'est intéressant de vraiment analyser les success stories similaires et voir comment est-ce qu'ils ont fait, quelles ont été leur stratégie. Mais voilà, je pense qu'il y a la récurrence et l'identité qui est très importante dans une marque. Tout à fait. Et en termes de chiffres, si on peut en parler rapidement, ton prévisionnel sur la première année, ce serait d'écouler combien de bouteilles? Alors, en fait, c'est assez excitant parce qu'en même temps, on ne sait pas du tout. Moi, j'ai un objectif chiffré, mais je ne sais pas s'il correspond vraiment à beaucoup. C'est 10 000 bouteilles en gros. 10 000 bouteilles, on serait très bien si on arrive à vendre 10 000 bouteilles, mais on peut en vendre beaucoup plus, comme on peut en vendre peut-être moins. Là, on n'en a aucune idée, c'est un peu l'inconnu. Mais au-delà en fait d'un nombre de bouteilles qu'on souhaiterait écouler, c'est surtout l'impact qu'on pourrait avoir un petit peu dans cet écosystème. Et c'est plutôt ça, je pense, qui peut être assez excitant. C'est plus l'impact que vraiment le résultat final. C'est pour ça que c'est vraiment une entreprise qu'on voit sur le long terme, profitable sur le moyen long terme et pas immédiatement, parce qu'on veut plus faire un impact, vraiment une grosse explosion, plutôt qu'une explosion chiffrée, mais plutôt une explosion d'image, on va dire. D'accord, ok. Et imaginons demain, tu as cette explosion d'images et donc une explosion chiffrée qui, j'imagine, s'en suivrait. Tu as une demande colossale et globale de 100 000 bouteilles. Est-ce que vous êtes en mesure de répondre à cette demande? Oui, complètement. Okay. En fait, c'était une des premières questions aussi que j'ai posées aux partenaires du coup champenois. D'ailleurs, ça l'a un peu choqué. C'était jusqu'à combien de bouteilles vous pouvez monter, parce qu'on ne sait jamais si demain c'est amené à prendre plus que ce qu'on pensait. Est-ce que c'est possible? Donc oui, on peut largement répondre à une demande de 100 000 bouteilles. On peut faire même d'autres partenariats avec d'autres champenois une fois que cette marque sera installée. Donc le plus dur, en fait, c'est comme tout, c'est vraiment de rentrer dans le marché. Une fois qu'on est dans le marché, on commence à être assis, on commence à faire parler de nous, ce sera beaucoup plus facile d'avoir d'autres partenaires. Mais trouver le premier partenaire, nous, ça nous a mis, on a mis à peu près 1 an de démarche, donc c'était vraiment très très long. Mais après, je pense qu'au niveau de la demande, même s'il faut monter à 1 million, on trouvera toujours des solutions. Ce sera des bons problèmes, je pense. Ouais. Après, ce sont comme on appelle ça chez nous, les problèmes de riches. C'est ça. Parfait. Ok. Avant de terminer cette vidéo avec un bon petit conseil qui, je pense, aidera bon nombre d'entre vous, où est-ce qu'on pourrait retrouver une bouteille de succès aujourd'hui? Donc ici, on a une bouteille de brut. Tu as également du rosé. Oui, tout à fait. Que j'ai hâte d'ailleurs de goûter et de découvrir. Moi, je vais mettre également le lien de ta chaîne YouTube d'une part dans la description, mais aussi du site e-commerce, parce que vous livrez aussi en e-commerce, vous vendez aussi en e-commerce? Oui, tout à fait. On a un site internet, on livre en France métropolitaine. D'ailleurs, je ferai la livraison offerte pour tous
toutes les personnes qui visionnent cette vidéo. Ah, en plus c'était même pas prévu. Il faudra mettre un code promo ou quelque chose comme ça. On verra comment est-ce qu'on fera, mais du coup tout sera dans la description. Ouais. Intéressant, cool. Bah, je te remercie. Bah, avec plaisir. Et si tu aurais un petit conseil, un ou deux à avoir, hein, ou même trois si tu as envie, à donner à quelqu'un qui du coup se lancerait. Parce que pour te donner un ordre d'idée, moi j'ai également des gens dans mon entourage qui ont des business type, effectivement, on parle souvent d'infoprenariat, de e-commerce, type dropshipping, de consulting, de coaching, qui sont des business à cash flow, à fort levier d'enrichissement. Mais là, on parle quand même d'un business en dur, d'un business où ça a mobilisé du temps, de l'énergie, création de produits, une réelle réflexion sur une image de marque, un branding, une identité visuelle, un packaging, la logistique également. Heureusement, vous êtes trois associés. J'ai pu rencontrer deux d'entre vous et je vois déjà que vous êtes très complémentaires. Il y a un très bon partenaire derrière pour la qualité du produit. Donc là déjà, on a quand même les bons ingrédients qui sont, à mon sens, réunis pour faire une belle recette. Mais quels seraient les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui souhaite se lancer dans le business ? Peu importe le business, ça peut être un business type cash flow, gros business ou investissement, et qui n'ose pas encore, qui ne sait pas encore vraiment si tu avais un conseil à donner qui faisait toute la différence selon toi. Ok, alors moi je vois le business de façon stratégique. Ça fait que premièrement, tu as cité les 3 business qui sont très intéressants, il faut commencer par le business qui correspond à votre situation actuelle. Si par exemple vous êtes chez vos parents, vous n'avez pas de loyer, pas de frais, partez sur un business à cash flow, vous mettez un maximum d'argent de côté et bam, vous partez sur un plus gros business, pourquoi pas une marque dans le luxe ou autre, quelque chose qui nécessite beaucoup plus de cash. Mais au moins ce cash, vous l'aurez créé rapidement grâce à un business à cash flow. Si, admettons, vous êtes salarié, typiquement, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai investi dans l'immobilier, je me suis créé des revenus récurrents qui ont remplacé mon salaire, qui m'ont donné cette sécurité financière de fin de mois, parce que je discutais avec beaucoup d'entrepreneurs, il y a une très grosse crainte de 90% des entrepreneurs, c'est la fin de mois. Comment est-ce que je vais finir cette fin de mois? Parce que, je sais pas, il faut que je paye les salariés, il faut que je me paye moi, il faut que je mange, il faut que… Et la problématique de ça, c'est qu'on n'a plus des décisions à long terme, mais à très court terme pour finir le mois, pour gagner de l'argent à la fin du mois. Et ça risque de polluer votre business parce que vous allez peut-être avec 2 choix, un choix ce sera long-termiste, un choix ce sera très court-termiste, vous allez prendre le très court-termiste pour finir le mois. Donc moi je pars beaucoup sur la sécurité. Mettez-vous en sécurité et là vous allez pouvoir entreprendre, vous allez pouvoir créer quelque chose. Donc premièrement, analysez votre situation et après peut-être que vous avez un héritage ou vous avez beaucoup d'argent, partez sur un business à très fort potentiel où voilà, c'est capitalistique, c'est plus difficile de rentrer, mais vu que vous avez de l'argent, vous pouvez vous permettre. Donc c'est vraiment, je pense qu'il faut choisir son business de façon stratégique et surtout répondre à une grosse demande. Très intéressant, tout à fait. J'espère que vous avez noté ça et que vous avez surtout remarqué un point, un détail qui est à mon sens essentiel. C'est que beaucoup, lorsque je pose la question quels seraient le ou les conseils que tu donnerais, vont vous dire formez-vous, restez focus ou utilisez Facebook ou que sais-je. Là, c'est plus un conseil d'un point de vue stratégique, mais aussi sur soi. Et c'est essentiel à mon sens parce qu'en réalité, votre business n'est que le miroir de votre état d'esprit et de votre vision également. Et donc, le mindset est essentiel. Et on ne peut pas avoir, à mon sens, un mindset de winner si on est dans une pression court terme ou si on est dans une pression tout court. Donc, c'est hyper important. Merci Maxence, en tout cas, merci pour cette vidéo, merci pour ces très précieux conseils et cette vidéo inspirante de par ton parcours. Likez cette vidéo, partagez cette vidéo. Nous, on va trinquer du coup au succès de cette vidéo et de cette nouvelle année comme d'hab. Merci à toi, merci à vous. Très vite et vous retrouverez tous les liens par rapport à Maxence et au succès dans la description. À vite, à très vite. À bientôt.